Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un débat qui s'annonce passionnant entre deux figures du débat public français, M. Julien Aubert et M. Michel Onfray. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors je vous présente rapidement. Michel Onfray, vous vous définissez comme philosophe tragique, socialiste libertaire français. Vous avez fait paraître plus d'une centaine d'ouvrages, cofondé l'Université populaire de Caen. Et aujourd'hui, donc, vous proposez en kiosque la revue Front Populaire, qui est une façon de rassembler, on va dire, les souverainistes de tous bords, et plus généralement les déçus de la politique institutionnelle. On pourrait présenter ça comme ça. Monsieur Aubert, vous êtes haut fonctionnaire français, député de la 5e circonscription du Vaucluse. Vous êtes l'ancien secrétaire général adjoint des Républicains, qui est votre parti, et vous avez fondé en 2017 le mouvement Oser la France, qui est un mouvement d'inspiration gaulliste, dirons-nous. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pourriez m'expliquer tous les deux pourquoi vous avez accepté cet échange et ce que vous en attendez? Je commence? Oui, l'a dit, monsieur Aubert. Par curiosité, par goût du défi. Par curiosité parce que je connais Michel Onfray, comme tout le monde, par les médias. Et parce que j'estime que le débat est sans doute, d'abord c'est un art très français, et puis ça permet aussi de confronter ses idées, de comprendre quelle est la démarche intellectuelle de quelqu'un. Par goût du défi aussi, parce qu'un débat, c'est aussi quelque part des fois confronter des idées, et je pense que c'est en étant le plus ouvert possible qu'on s'améliore soi-même. Vous vous étiez jamais rencontrés, je crois. Hein. Non, non, non. Et Michel Onfray, alors? D'abord par goût du dialogue aussi, bien sûr, et puis par envie de débattre du général de Gaulle, du gaullisme, de la postérité du gaullisme, parce que je pense que ce n'est pas une figure du passé, mais c'est une figure éventuellement du présent, mais sûrement de l'avenir, et qu'il y a un corpus gaullien, gaulliste, je le crois, et que ce corpus a été attaqué du vivant du général de Gaulle par des gens qui étaient des inconnus à l'époque, qui s'appelaient Valéry Giscard d'Estaing, qui est devenu le président que nous savons, par Georges Pompidou, qui lui aussi est devenu le président que nous savons, et par un certain Jacques Chirac, qui lui aussi est devenu le président de la République que nous savons. C'est-à-dire tous ces gens-là se sont liés pour détruire le général de Gaulle en son temps, je pense en 69 par exemple, mais après par la suite. C'est-à-dire que ceux qui se sont présentés comme des gaullistes depuis ont enterré le général de Gaulle comme ça n'est pas possible. Le général de Gaulle, c'est un souverainiste par définition. C'est quelqu'un qui pense que la France d'abord, la nation d'abord, et puis l'Europe bien sûr, le monde bien sûr, mais qu'en même temps, il faut être souverain chez soi pour pouvoir contracter avec autrui. Et ça reste pour moi une pensée d'une profonde actualité. Mais on va en parler un peu plus loin dans le débat. Je vous propose un premier volet sur la revue Front Populaire en tant que telle et sur le souverainisme. Déjà, Michel Onfray, qu'est-ce que vous avez pensé de la lourvarie médiatique que vous avez subie récemment? Rien, ça me paraissait normal. Vous savez, avec Stéphane, on s'est dit, il a fallu quand même la fabriquer, cette revue. C'est-à-dire, les gens ont l'impression qu'on claque des doigts, et puis le lendemain, il y a une revue avec 160 pages, avec des abonnés, avec des gens qui ont écrit, avec des photographes, avec des typos, avec des metteurs en page, etc. etc. Ça se passe évidemment pas comme ça, on a travaillé très, très en amont. Et donc, j'avais fait un éditorial en disant, nous allons avoir droit à... Et j'ai raconté tout ce qui s'est passé. Rouge-brun, fasciste, etc. Ça n'a pas été une grande surprise. Hein. Non, pas du tout. On ne peut pas attendre grand-chose de Bernard-Henri Lévy, de je sais pas quoi, de Libération, du Monde, de France Inter, de France Culture. On sait comment ces gens-là fonctionnent. Et j'ai, en avril, je crois, raconté ce qui allait se passer. Et ça s'est passé très exactement comme je l'avais prévu. C'est-à-dire que la revue est parue le 23 juin. Et 3 semaines avant l'apparition de la revue, on était déjà en train d'expliquer en quoi c'était une revue fasciste, nazie. On m'a comparé à Doriot, qui a quand même porté l'uniforme nazi sur le front russe pour combattre le bolchevisme. C'est un Français qui portait l'uniforme de l'occupant, quand même. Hein. Je suis cet homme-là, au cas où vous ne le sauriez pas. Et donc, j'ai été évidemment antisémite, homophobe, enfin, j'ai eu tout ça. Ça fait longtemps, ça, quand vous le dites. Oui, ça fait longtemps, et sur tous les sujets. Et donc, je n'en attendais pas moins de la part de, je sais pas, de Jean-François Kahn, d'Axel Kahn, de Julliard, du Monde, de Libération, de Bernard-Henri Lévy, bien sûr. Et ça m'a confirmé dans cette idée, effectivement, que tous ces gens-là sortaient d'un même terrier, et qu'on a vu finalement une seule tête. Tous ces gens qui nous disaient, mais laissez-nous gouverner les choses et les gens, mépriser le peuple, faire de telle sorte que nous puissions détruire la France, effacer la France, construire le grand projet de Jean Monnet, qui est un grand projet américain, du genre premier rouage d'une grande machine, qui est celle du gouvernement planétaire, et laissez-nous faire. Nous laisserons les spécialistes du savoir et de l'intelligence, les industriels, les techniciens, les banquiers, etc., décider. Écartons les peuples, faisons l'économie des peuples. Or, le général de Gaulle, c'est le peuple. Le général de Gaulle, il dit, le peuple me dit, vous êtes légitime, et je suis là, et je reste. Le peuple me dit, vous n'êtes plus légitime, et je m'en vais. Depuis François Mitterrand, le peuple dit, vous n'êtes plus légitime, Mitterrand dit, je reste. Vous n'êtes plus légitime, il le dit également à Chirac, et Chirac dit, je reste également. Cette idée de la cohabitation est antinationale.
on est là parce que le peuple nous porte, nous représente, et si le peuple ne nous porte plus, on s'en va et on retourne devant les suffrages. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de fort dans cette idée d'un lien entre l'homme politique et la décision du peuple. Et ce lien est évidemment défait aujourd'hui. Monsieur Aubert, qu'est-ce que vous avez pensé de l'initiative de Michel Onfray? Vous l'avez suivi un peu de loin? Ah oui, oui, de loin, et pas tant de loin que ça, parce que ça correspond à un besoin. Moi, j'appartiens à ce courant de pensée, on pourrait dire, Séguin-Pasqua. J'ai voté Chevènement en 2002. J'ai cru, je crois encore d'ailleurs, au fait que s'ouvre une ère où, en réalité, il faut avoir, peut avoir des valeurs de droite, des valeurs de gauche, même si je ne sais pas exactement si on pourrait les caractériser. En tout cas, il y a des traditions politiques, mais je crois qu'il y a une partie de ce pays qui se dit, moi, je ne suis pas convaincu ni par le projet d'Emmanuel Macron de fin de la nation, ni par le projet de Marine Le Pen, et qui se dit, mais il n'y a personne d'autre, finalement, et c'est peut-être le moment, effectivement, de reconstituer ce rêve qui avait été esquissé dans les années 90, avec la Fondation Marc Bloch, avec des gens qui avaient aussi beaucoup de talent intellectuel, mais qui n'étaient pas arrivés au bout de la démarche politique, qui ont fini d'ailleurs par se faire cornériser au plan politique. Donc je vois, si vous voulez, la revue Front Populaire comme la volonté de donner un support intellectuel, et on sait qu'en France, le débat politique commence par un débat d'idées, commence par un débat intellectuel, et puis ensuite, d'abord c'est toujours une très bonne nouvelle quand, je dirais, un journal paraît, quelle que soit d'ailleurs sa couleur, parce que moi ce qui me fait peur, c'est plutôt la disparition du débat d'idées, la disparition des quotidiens, des mensuels d'opinion. Donc je pense que d'abord on aurait mieux fait de la prendre comme une bonne nouvelle, et ensuite, pour une fois ça tombe bien, parce qu'il tombe dans mes idées, donc je suis doublement content. Et effectivement, moi, je n'ai pas été très étonné parce que on fonctionne dans un pays où, par capillarité, c'est ce qu'on appelle le reductio ad iterum. Michel Onfray connaît quelqu'un qui, à un moment donné, a lu une revue interdite. Donc, la revue de Michel Onfray est interdite. Et c'est une manière, pour moi, de tuer le débat démocratique et d'empêcher, effectivement, d'avoir un débat apaisé. Parce que je ne dis pas avoir la vérité. Mais en tout cas, je revendique le droit d'avoir mes opinions et de les confronter avec des gens qui ont quand même conduit le pays là où il est et qui se sont régulièrement trompés sur à peu près tous les grands événements qui sont survenus depuis 20-25 ans. Donc à un moment donné, un peu d'humilité devrait les pousser à revoir leur méthode, mais ils continuent à considérer que le mauvais côté, c'est nous. Voilà. Alors le premier numéro de votre revue, Michel Onfray, porte sur le souverainisme. La notion de souveraineté et d'indépendance est revenue dans le débat public là, au moment de la crise sanitaire. Vous arrivez parfaitement au bon moment. Oui, alors je veux dire que quand même, l'initiative de la revue, c'est mon ami Stéphane Simon, et qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais je veux dire qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont intérêt à ce que je me taise, et qui ont interdit l'université populaire, que ce soit, on dirait la directrice de France Culture qui m'a mis à la porte, le maire de Caen qui m'a mis à la porte, l'université de Caen qui m'a mis à la porte, le directeur d'une grande salle qui m'a mis à la porte également. Enfin, on ne peut pas imaginer que tout ça soit franchement un hasard. J'ai dit à Stéphane, mais moi, je n'ai pas l'intention de me taire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et Stéphane a eu plusieurs belles idées, notamment celle d'une université populaire nomade. Donc on a commencé à se déplacer en disant, bon, on va arrêter d'être sédentarisé en Normandie, puisque moi je suis un Normand et je voulais défendre cette idée girondine qu'on pouvait faire de la culture ailleurs qu'à Paris. Et puis le Covid nous a arrêtés en route, et c'est surtout Stéphane qui m'a dit, on va lancer une revue. Et j'ai trouvé ça formidable, et on a fait ça vraiment tous les deux, le pâté d'alouette, hein, c'est beaucoup Stéphane, et beaucoup de téléphones, beaucoup d'échanges, beaucoup d'amitié. C'est vraiment une aventure d'amitié, et ça c'est formidable, que l'amitié rende possible ce genre de projet. Et puis on est parti sur cette idée de rassembler ce que nous avons dit, c'est-à-dire les souverainistes de droite, de gauche, et d'ailleurs et de nulle part. On est gaullistes tous les deux là-dessus, en disant on se moque que les gens soient de droite ou de gauche, on n'en a rien à faire. Est-ce que l'idée est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est fausse? Voilà, c'est notre proposition éthique, esthétique, politique. Et voilà pourquoi elle plaît autant. Les gens disent, mais vous ne nous demandez pas qui nous sommes. Et il y a plein de gens qui viennent de partout, je veux dire des gens des déçus de Macron. Et peu importe, et tant mieux qu'ils le soient, parce qu'effectivement, ils ont été trompés et abusés. Et si on leur dit, mais si on remettait la France au centre, quoi, c'est quand même beau la France, c'est fantastique, c'est formidable, c'est une culture, c'est une façon d'être, c'est une tradition, c'est de la musique, de la peinture, de la littérature, c'est un art de vivre, ce sont des plats, ce sont des vins, ce sont des paysages. On va pas estimer que tout ça c'est à mettre à la poubelle sous prétexte qu'il faudrait un grand monde dans lequel tout le monde se ressemblerait. Donc le projet, on l'a eu évidemment avant, moi je l'avais aussi tout seul il y a bien longtemps, ça s'est finalement pas fait, mais le projet il était là depuis bien longtemps. Et il s'est fait au fur et à mesure. Et puis voilà, il
avait eu le coronavirus. Et le premier numéro, et je dois dire, je voudrais rendre hommage à Stéphane, parce que moi je pensais qu'on ne savait pas du tout à quoi ressembleraient les choses et qu'il fallait plutôt attendre en septembre. Et Stéphane a dit non, ce serait bien qu'on parte tout de suite. Je dis bah, allons-y, faisons ça. Et il a eu la bonne idée, puisque finalement, on tombe dans un timing qui est parfait, avec évidemment tous les gens qui nous détestent, qui disent ouais, c'est du marketing, mais on ne fait pas une revue comme ça en 2 temps 3 mouvements. Si on fait cette revue, c'est parce qu'on la porte depuis très longtemps. Alors justement, vous avez parlé de Pasqua et de Séguin, M. Aubert. Cette tentative un peu de réunir les souverainistes, on parlait à l'époque des Républicains des deux rives, déjà post-Maastricht, post-92. Ça fait 30 ans que cette union essaye de se faire, vous essayez de la réaliser intellectuellement aujourd'hui. Pourquoi depuis 30 ans ça bloque d'une certaine manière ? Je dirais qu'il y a 2 raisons, et Philippe de Villiers pourrait témoigner, parce que nous étions dans les coulisses d'un plateau de télévision, peut-être était-ce une émission de François-Olivier Gisbert, et on se parle tous les deux, comme ça, par courtoisie, politesse, etc. Je dis, mais je suis d'accord avec vous. Je dis quoi, comment, etc. Je dis, mais je suis opposé à Maastricht comme vous. Il me dit, ah bon, vous en prendre plein la figure, vous ne ferez pas carrière, etc. Je défends mes idées, donc je n'ai pas envie de faire carrière ou de ne pas faire carrière. Il se fait que quand Philippe de Villiers et Jean-Pierre Chevènement défendent cette thèse, ils débattent sur une Europe qui n'existe pas, c'est une Europe fictive. D'un seul côté, vous avez des gens, qui vous disent c'est le plein emploi, la fin du chômage, la fin de la misère, de la pauvreté, la fin de la xénophobie, la fin des guerres, la fin du racisme, la fin de l'antisémitisme, ça va être formidable, etc., etc. Puis en face, on dit, vous avez vu, les gens qui sont contre, c'est quand même des bac-10, c'est quand même des crétins, des paysans, des pécores, des provinciaux, des gens qui ne connaissent pas la culture, qui n'ont jamais mis les pieds à Paris, etc., etc. On a tous les médias qui sont sur ce créneau-là en disant, vous avez le choix entre le bien et le mal. Le président Mitterrand fait à l'époque un débat, et on sait très bien que, la chose a été racontée par Philippe Séguin par la suite, qu'il utilise son cancer. Il est très malade, et entre 2 moments, je pense qu'il y a un moment de publicité ou quelque chose comme ça, on voit bien des soignants qui sont là, avec des infirmières en blouse blanche, etc., des perfusions, et on voit le président Mitterrand qui utilise son cancer. Et Séguin qui passe et qui voit un homme en difficulté. Il y avait chez Philippe Séguin une espèce d'élégance qui consiste à dire « on ne frappe pas un homme à terre ». Et donc il a retenu ses coups, il le dit lui-même dans le débat qui a suivi. Donc on le voit bien d'ailleurs, il est plein de déférence, il est plein de politesse, il est plein de courtoisie. Et Mitterrand joue son rôle. Et on voit bien qu'effectivement, là vous gagnez, vous perdez 200, 300, 400 000 voix. Donc vous gagnez, vous perdez un référendum. Après, je ne vais pas rentrer dans la paranoïa, mais je veux dire que quand vous êtes le chef de l'État et que vous contrôlez les résultats avec un ministre de l'Intérieur qui est de votre propre couleur, c'est vous qui faites les additions. Quand vous avez besoin de dire on a fait le total, on a fait les additions, et voilà, ça fait 51% ou 52%, l'affaire est réglée, vous avez voté pour, etc. Donc il y avait cette idée que les grands anciens, c'est pourquoi nous leur rendons hommage, aussi bien Philippe de Villiers qu'à Jean-Pierre Chevènement, bataillaient sur l'idée que l'Europe ne serait pas ce qu'on disait qu'elle serait. Bon, évidemment, 25 ans après, on a compris qu'ils avaient gagné. Et puis, il y a une deuxième raison qui est la question de l'islam. Et effectivement, ça a chopé sur cette question de l'islam. Pour la gauche, l'islam a toujours été l'islam, l'immigration, etc. Ça a toujours été une chance pour la France. Et pour la droite, ça a toujours été une catastrophe pour la France. Je pense que c'est parfois une catastrophe et parfois une chance, mais que ce n'est pas systématiquement une chance, systématiquement une catastrophe. Je pense que quiconque veut être français a sa place en France. On se moque de son sexe, de sa sexualité, de sa couleur de peau, de sa religion, peu importe. On peut être transsexuel, noir, juif ou musulman. Et puis si on dit « mais j'ai envie de contribuer au projet de la France, à ce qui fait que la France est la France », alors bienvenue. Bienvenue, évidemment. Conception civique de la nation. Mais complètement. Et puis après, si vous avez des gens qui nous disent « mais moi j'aime pas la France n'existe plus », tous ces gens qui ont écrit une histoire mondiale de la France pour expliquer que la France n'était rien du tout, qu'il fallait la mépriser, et les professeurs au Collège de France et quelques autres boucherons. Évidemment, ces gens-là, ce n'est pas des gens pour lesquels j'ai de la sympathie. Donc, moi, je veux parler pour vous, mais je veux dire, on se moque, quand on est gaulliste, on se moque de la couleur de peau, de la religion, du sexe et de ces choses-là. Et on se dit, mais on doit pouvoir penser l'immigration autrement qu'en termes de je like ou je nique, quoi, toujours en disant on est pour, on est contre. Non. Quiconque veut contribuer au projet judéo-chrétien, d'une Europe universelle, etc., est bienvenu, quelle que soit son origine sociale, religieuse, culturelle, etc. Quiconque a envie de détruire ce projet de civilisation n'est pas bienvenu. Ça me paraît normal. Vous avez des musulmans qui viennent de partout de la planète, mais pourquoi ne vont-ils pas dans des endroits où la charia fait la loi dans un certain nombre de pays ? Quand vous avez le choix, pourquoi est-ce que vous quittez l'Algérie pour arriver par exemple dans un pays qui est prétendument génocidaire, alors que vous pourriez très bien vous installer dans un certain nombre de pays musulmans où la charia fait la loi ? Il y a une espèce d'incohérence. Donc je pense que être gaullien, être gaulliste ou défendre la France, c'est proposer une cohérence
en disant quiconque a envie de fabriquer une France forte avec la différence, etc., a évidemment sa place. Donc le problème n'est plus c'est une chance ou c'est une malchance, c'est de dire ce sera une chance si vous avez envie de contribuer au projet français, ce sera une malchance si vous avez envie de détruire le projet français. Julien Aubert, le souverainisme, c'est... Moi, j'évite d'utiliser le mot de souverainiste parce qu'il a été forgé au Québec, que les Québécois cherchaient à devenir indépendants d'un État confédéral, d'un État fédéral. Moi, je pense que la France n'est pas une province de l'Union européenne et par conséquent, je ne suis pas souverainiste dans le sens où je ne cherche pas à rendre indépendant mon pays. Je considère qu'il est par définition indépendant ou qu'il doit l'être. Alors après, on pourrait parler de réalité, mais... Deuxièmement, parce que je me méfie toujours des maoïsmes. J'ai remarqué que lorsque les maoïsmes commençaient à arriver, y compris d'ailleurs pour le gaullisme, ça tendait, dans ses versions les plus dures, à tourner à la religion, à l'absence d'ouverture d'esprit et à la fermeture. Donc, puis ensuite, le souverainisme a été forgé souvent, et il a d'abord été revendiqué par effectivement ceux qui poussaient ces idées-là, et puis ensuite instrumentalisé par nos adversaires, et je crois beaucoup à l'utilisation de la sémantique dans le débat politique, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui font peur aux gens. Et la réalité, c'est que quand on dit aux gens, alors vous êtes pour la souveraineté, vous avez des gens qui disent non, la souveraineté. Dans leur tête, on est arrivé à leur faire croire que celui qui était pour la souveraineté, il était pour l'autarcie. J'ai eu un débat au sein des Républicains, on a eu un débat sur la ligne stratégique, et l'un de mes collègues me disait, a commencé à mélanger souveraineté, autarcie. Ça n'a rien à voir, on peut être souverain, ouvert sur le monde, commercialement, les États-Unis. On peut être multilatéral et souverain, on peut être unilatéral et souverain. Les gens ont l'impression, on peut être... pas forcément souverain et nationaliste. Enfin, on confond, si vous voulez, des choses qu'en réalité, on ne définit jamais. Donc, je préfère généralement utiliser le mot de républicain ou de gaulliste, même si on pourrait aussi avoir des débats sur qu'est-ce que le gaullisme, puisque c'est un peu comme les résistants, c'est-à-dire qu'en 1946, il y en avait plus qu'en 1940. Bon. Ensuite, la raison pour laquelle ça a chopé, d'abord, j'achète l'argument qui a été donné. Je crois que le monde a évolué. Dans les années 80-90, il y a une forme de béatitude liée à la fin du communisme qui fait qu'il y a un pouvoir d'attraction très fort pour des gens qui ont connu ce monde bipolaire, de l'ouverture, hein, et la thématique de l'ouverture. Et du coup, l'Europe apparaît comme un nouvel horizon qui va permettre de conquérir quelque part ce monde nouveau, d'exister. Il y a une croyance. Et la gauche comme la droite sont travaillées, je dirais, par cette nécessité, entre guillemets, de s'aérer. D'ailleurs, dans la sémantique qui est utilisée, lorsqu'on veut critiquer les souverainistes, on dit la France renfermée, la France moisie. C'est quoi? C'est la France qu'on laisse dans un placard qu'on oublie, puis il y a les verres dedans. Bon. Donc il y a une thématique sur l'ouverture c'est bien, la fermeture c'est mal. On le retrouve d'ailleurs sur la frontière. Le monde a changé, et aujourd'hui, je crois que la droite est revenue de ses croyances dans le néolibéralisme, dans l'ouverture des frontières, dans l'idée que plus on commerçait avec les autres, mieux c'était, plus on ouvrait les frontières, mieux c'était. Et puis à gauche, je crois qu'une partie de la gauche s'est rendue compte que cette espèce de naïveté sur l'immigration avait conduit à faire naître un courant de pensée indigéniste, parfois islamo-gauchiste, sur le territoire, de gens en réalité qui n'ont plus rien de républicain, ce qui du coup facilite la tâche à ceux qui souhaitent conserver le modèle républicain. Et c'est pour ça que je préfère utiliser le mot républicain, parce que je maintiens, il y a aujourd'hui des forces politiques, et je ne parle pas forcément au Rassemblement national, parce qu'au Rassemblement national, il y a peut-être plus de gens qui sont attachés à la vision de la République telle que je l'ai que dans les franges de l'extrême gauche. Il y a en tout cas une partie de la classe politique qui est de moins en moins républicaine, de mon point de vue, en tout cas avec l'analyse que je fais. Quand j'entends un ancien Premier ministre dire qu'il faut débaptiser la salle Colbert, bon, je me dis, tiens, ça n'est pas anodin, on n'est plus seulement dans une dizaine de milliers de personnes qui sont très minoritaires, on commence à atteindre l'institution. Un peu comme d'ailleurs la gauche américaine, hein, qui s'est transformée en gauche des minorités, qui n'a plus de projet national, mais qui a le projet de dire, moi, je serai le parti des victimes, des minorités et de la repentance. Je crois que ça ne fait pas un projet national. Après, effectivement, on confond le sujet de l'immigration et le sujet de l'islam. Je crois que dans le même temps, nous avons été télescopés à partir de 2001 par le sujet, effectivement, de la dynamique et du pouvoir d'attraction de l'idéologie islamiste, qui a fait qu'on a regardé le message de l'immigration différemment. Et Jean-Marie Le Pen s'en est assez bien, d'ailleurs, a bien saisi le virage. Il parlait beaucoup d'immigration ethnique, et il a commencé à parler de religion. Ce qui a présenté un avantage, c'est qu'il s'est mis du côté des laïcs, il s'est mis du côté de valeurs républicaines, de la laïcité. Et donc il a commencé à mettre à mal aussi une forme de droite plutôt catholique, qui s'est dit, mais finalement,
moi aussi je me sens en danger, est-ce que quelque part je ne trouve pas des points d'accord avec ce que dit Jean-Marie Le Pen, puis avec sa fille. Et donc on a transformé un débat qui était un débat essentiellement ethnique ou migratoire en un débat culturel et un débat religieux avec derrière les sujets de civilisation. Et je crois que sur le sujet de l'islam et de l'islamisme, on doit être extrêmement prudent dans la manière dont on l'aborde, parce qu'il explique beaucoup de choses, de mon point de vue, dans une partie des votes aujourd'hui. C'est ça, en réalité, le fond du sujet, dans les régions telles que les miennes. Mais c'est moins un sujet religieux qu'un sujet culturel. Et donc ça pose, c'est pour ça que j'en reviens à la nation, c'est que le sujet n'est pas de débattre de la place de l'islam dans la société, elle est de débattre du fait si, quand je viens dans ce pays, j'importe ma culture d'origine. Et donc la différence entre, je dirais, la droite et l'extrême droite, de mon point de vue, c'est ceux qui sont pour la République, enfin qui combattent la République multiethnique, et ceux qui combattent la République multiculturelle. Moi, ce que je combats, c'est la République multiculturelle. Que les Français soient blancs, noirs, jaunes, je m'en fiche, pourvu qu'ils aiment Molière et qu'ils soient fiers d'être les descendants de Vercingétorix et de Richelieu ou de Robespierre. Robespierre peut-être un peu moins, ça dépend de la période. Michel Onfray n'aime pas trop Robespierre. Oui, je sais. Et Quelles je fais exprès pour le... Voilà. Quelles que soient les périodes. Oui, quelles que soient les périodes. Bon. C'est vrai que Robespierre n'est pas forcément le bon exemple. Mais il fait partie du récit national, qu'on le veuille ou pas. Bien sûr. Je n'efface pas l'histoire. Et puis, vous avez ceux qui combattent la République multiethnique, qui vous disent, en fait, nous sommes un pays de civilisation blanche. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué quand on parle de nation, de souveraineté, c'est que certains utilisent ces mots, en réalité, pour vendre un autre projet, qui était pour moi un projet qui n'est pas le mien, un projet beaucoup plus fermé, et surtout complètement abscons. Et ce projet-là ne permet pas, d'ailleurs, à mon avis, de dialoguer avec nos cousins de l'autre rive. Est-ce que je peux me permettre de... Je vous en prie. Parce que là, vous donnez le point aux ennemis du souverainisme en disant « je n'utilise pas ce mot parce que les souverainistes ont fini par en faire une insulte et je ne veux pas prendre à mon compte l'idée qu'on puisse désencrasser un peu ce mot-là ». Et moi, je persiste à croire qu'il ne faut pas leur laisser ce point-là. Et que, oui, vous avez raison, étymologiquement, historiquement, les souverainistes, ce sont les Québécois qui disent « nous voulons être indépendants et autonomes par rapport à l'empire américain qui nous entoure », c'est-à-dire aussi bien le Canada que les États-Unis ensuite. Vous ne pouvez pas nier que la France aujourd'hui est un petit peu comme le Québec au milieu de cet empire anglo-saxon, parce qu'effectivement l'Europe a détruit cette France, et que si elle veut résister, elle peut reprendre à son compte ce concept de souveraineté ou de souverainisme. Ce n'est pas parce qu'eux ont décidé que c'était une insulte qu'il faut dire « d'accord, vous avez gagné, je vous laisse le mot, je dirais que je ne suis pas souverainiste, je ne veux pas trahir Jean-Pierre Chevènement ». Mais Jean-Pierre Chevènement est sur ces lignes-là aussi. Il dit « je ne suis pas souverainiste, j'ai pas envie de me faire traiter de nazi, de fasciste, de pédophile refoulé ou je sais pas quoi par BHL et sa clique ». Et donc c'est un point qu'on leur donne. Il faut dire « mais non, c'est pas parce que vous avez sali ce mot qu'il va falloir qu'on se l'interdise, parce que se l'interdire, c'est leur donner le point ». C'est la même chose avec populiste. Souvenez-vous qu'il y a eu un prix populiste que Louis Guillou a obtenu, que Jean-Paul Sartre a obtenu, et que ce prix populiste qui avait été créé par Eugène David, aujourd'hui s'appelle le prix Eugène David, parce que populiste, c'est devenu une insulte. C'est pas parce que, et vous aviez raison de dire que c'était une question sémantique, la politique, que la politique était une question sémantique. Si nous lâchons ce mot, nous lâchons le reste. Et puis deuxième remarque, je voudrais pas être trop loin là-dessus, quand vous vous méfiez des mots en isme, pourquoi vous parlez de gaullisme ? Mais alors, effectivement, c'est ce que je disais, mais c'est que même pour les gaullistes, vous avez des gens qui finissent par vous en faire une religion, en vous disant le général de Gaulle en 1963 a fait ceci, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la position du général de Gaulle en 1963, donc vous n'êtes pas un gaulliste. Non, il y a un corpus gaulliste. Et du coup, il y a un corpus, mais si vous voulez, c'est un mot même que j'essaye de moins utiliser, d'abord parce qu'il parle moins, aux plus jeunes, qui ne comprennent pas forcément. C'est une deuxième concession que vous faites. C'est pas forcément une concession, c'est que moi, ce qui m'importe, c'est de faire passer des idées. Et donc, j'essaye aussi de voir les mots qui m'empêchent de faire passer mes idées. Quand je vais voir les gens et je leur dis, voilà, moi je souhaite que la France soit un pays indépendant, les gens disent, je suis d'accord. Si je commence en leur disant, moi je suis un souverainiste, le mot ayant été pollué, ils ferment leurs oreilles. Et alors, ce que je n'aime pas dans le mot souverainisme, c'est qu'on transforme un concept juridique en idéologie. La souveraineté, il n'y a pas à y croire ou pas y croire, il n'y a pas à théoriser ou pas à théoriser, c'est ou ça n'est pas. Ça n'est pas divisible, ça n'est pas partageable. Et donc, de la même manière, je ne ferai pas une idéologie sur le soleil, sur l'oxygène ou sur la nécessité d'avoir de l'eau pour vivre. Je ne fais pas d'idéologie sur la souveraineté. Après, je ne vous jetterai pas la pierre sur le fait d'utiliser, mais disons que je veille à être dans le débat politique, toujours dans une démarche qui me permet de faire passer mes idées
si on m'accole l'adjectif souverainiste, très bien. C'est pas tant pour une Asie, vous savez, même sans souverainiste, j'ai déjà l'habitude, puisque je m'occupe d'énergie, donc j'ai droit à climato-sceptique, et avec le souverainiste et l'autre païen à brûler sur... voilà, parce qu'on a le malheur de critiquer Greta Thunberg, pouf, on s'entend sur un bûcher. Voilà, il y a toute une série, si vous voulez, de mots, mais j'en suis conscient. Voilà. Après, je reconnais, si vous voulez, que la difficulté, c'est que le mot de gaulliste, en fait, renvoie à un homme. C'est très compliqué, en réalité. Et que nous n'avons pas forgé, en réalité, de nouveaux mots pour exprimer les idées que nous défendons. Et donc, nous tombons, des fois, sur des choses qui sont soit approximatives, soit qui ont été décidées par nos adversaires politiques. Et moi, je fais de la boxe, donc ça m'arrive d'utiliser des mots, de les récupérer quand j'estime important. Par exemple, le mot de rassemblement, qui a été piqué par le Front National, je me suis toujours opposé à ce que le Front les récupère. Voilà. Pour ça, d'ailleurs, je les appelle souvent le Front National. En revanche, voilà. Bon, après, si vous voulez, ça n'emporte pas de conséquences concrètes, parce que je défends la même chose. Est-ce que vous pensez que la France est souveraine, là ? Non, je pense qu'elle a... Je pense que... Alors, elle est comme le Québec au milieu du Canada. Je pense qu'elle est comme l'albatros, exilée au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Néanmoins, je pense qu'elle a encore la compétence de sa compétence, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de redevenir souveraine. Ah oui. Voilà. À l'inverse du Québec. Si elle quitte l'Europe, libérale. Alors, si elle quitte l'Europe, c'est un vaste débat. L'Europe libérale. Oui. Moi, je suis, si vous voulez, pour provoquer un Big Bang qui, de toute façon, redéfinira une Europe. Mais je ne suis pas, si vous voulez, sur la position d'Asselineau ou de tous ceux qui vous expliquent que tout ça est manichéen, blanc ou noir, il suffit de faire le Frexit ou de sortir de l'euro et tout ira bien. En réalité, l'histoire est tragique, et c'est d'ailleurs même la quintessence du gaullisme, c'est savoir aborder des événements tragiques aussi avec des valeurs morales et comprendre que tout ne se règle pas d'un coup de glaive dans le nœud gordien. Donc effectivement, je ne suis pas certain, si vous voulez, qu'en faisant exploser toute l'Union européenne, on se retrouvera mieux demain. Je souhaite, moi, qu'elle change, libérale, en tout cas pas néolibérale, ça c'est certain, et puis pas bruxelloise surtout, c'est-à-dire sortir cette espèce de phénomène de concentration. Ça m'a toujours fait rigoler quand j'entends mes collègues des Républicains qui me défendent tout le temps la décentralisation, mais qui m'expliquent que c'est très bien qu'on centralise à Bruxelles. Voilà. Mais les Républicains aujourd'hui sont pompidoliens, ils ne sont pas gaullistes. Il y a un moment donné où le gaullisme, alors évidemment, moi je viens de faire un livre sur un portrait croisé de Gaulle-Mitterrand, mais si on prend sur la vie du général de Gaulle, c'est complexe, hein, je veux dire, de la théorie des chars jusqu'au départ et voyage en Irlande, il y a mille choses à dire. Sauf qu'au fur et à mesure, moi j'étais prof pendant 20 ans, il faut quintessencier pour ses élèves, il fallait être clair, etc. Et je crois qu'on peut vraiment dire la multiplicité du général de Gaulle, de ce qu'il a fait, etc., se comprend si vraiment on réduit ça à un mot qui est souverainisme. Le général de Gaulle a toujours dit qu'il faut que la France soit souveraine, il faut maintenir la souveraineté de la France. Donc à chaque fois qu'il a pris une position, que ce soit pour la défense des chars, par exemple, de cette idée que les chars devaient être en relation avec les avions, que les avions devaient pouvoir raconter ce qui se passait sur le terrain et dire, ben voilà, vous allez faire ceci, etc. On a dit non, pas question. Guderian s'en est servi, ça a donné la percée dans les Ardennes et ça a donné la victoire des Allemands. C'était déjà du souverainisme. Parce qu'il y avait du souverainisme militaire dans la stratégie, dans la tactique, etc. Jusqu'à la fin, quand il s'en va voir, il n'est plus chef de l'État et qu'il a le projet d'aller voir le général, d'aller voir Mao, mais qu'il va voir Franco. Est-ce qu'il voulait que la France soit souveraine ou est-ce qu'il voulait que la France soit indépendante? Est-ce que vous faites une différence entre ces deux adjectifs? Non, pour moi, c'est un peu la même chose. Mais ce qu'il aimait chez Mao, ce qu'il aimait chez Franco, c'était pas le dictateur qui avait fait des millions de morts avec la révolution culturelle, ni même le dictateur qui avait massacré des républicains. C'est qu'effectivement, ils incarnaient un pays, une nation, et que l'autonomie et l'indépendance des nations, il n'y avait rien de supérieur pour le général de Gaulle. Donc il y a quelque chose qui fait que dans la diversité de ce qu'il a pu faire, l'Algérie, pourquoi est-ce que l'Algérie est devenue indépendante, pourquoi est-ce qu'il y a eu l'élection du président de la République au suffrage universel direct, pourquoi est-ce qu'il y a eu la proposition de la participation pour répondre à mai 68, etc. Enfin, tout ce qui fait le gaullisme, ça se trouve placé sous la rubrique du souverainisme. Alors, on pourrait en discuter. Même en discuter. Si je résumais le gaullisme, je dirais que c'est quand même la capacité à dire non dans l'histoire et la force de la volonté politique sur l'économie, sur les événements. Donc il y a une part de volontarisme. Mais d'accord. Vous êtes un professeur de philosophie, donc je ne vais pas remonter à Bergson. Je ne risquerai pas. Le général de Gaulle est bergsonien. Je sais qu'il est bergsonien. Je sais que Ricoeur, qui était l'élève de Bergson, et d'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin d'ailleurs, a été récupéré par Macron, qui à mon avis a mal lu Ricoeur. Mais comme je ne suis pas un professeur de philosophie, je ne vais pas m'aventurer sur des sujets que je maîtrise peut-être moins bien. Ricoeur a été vichiste pendant plusieurs années, y compris quand il était au camp de prisonniers.
Mais après, ça, c'est une position politique. Néanmoins, il n'y a pas que la souveraineté dans De Gaulle. Il y a aussi un amour charnel de la France qui échappe à une seule dimension juridique, qui du coup d'ailleurs parle à des gens qui ont une approche de la France qui est peut-être moins juridique et plus identitaire, qu'on retrouve par exemple chez quelqu'un comme Éric Zemmour. Il y a, au-delà, je dirais, du mot sec de souveraineté, quelque chose qui est beaucoup plus transcendantal et qui est de l'ordre de la passion, qui est de l'ordre de l'affection, de l'amour, et qui donne ce caractère aussi séduisant, je dirais, au gaullisme. C'est pour ça que je n'aime pas le réduire en un seul mot. Après, je crois que De Gaulle, évidemment, considérait que la souveraineté, c'était la règle numéro un, mais son objectif politique, c'était l'indépendance. Et donc, il voulait... C'est pour ça que, par exemple, il n'a pas fait exploser la communauté économique européenne, alors qu'il aurait pu, parce qu'il y voyait un moyen pour la France d'accéder à une indépendance, notamment par rapport à des superpuissances. Vous voulez une Europe française? Oui, mais c'est du coup, si vous voulez, ce qu'Anna Asselineau, pour moi, peut-être comprend mal, c'est-à-dire qu'à force de chercher la souveraineté, il ne réfléchit pas à savoir si sa souveraineté absolue, telle qu'il l'imagine, le conduirait à une France plus indépendante ou plus dépendante. Vous voyez ? Et donc, c'est là où je joue avec ces deux mots. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'effectivement, c'est l'indépendance. C'est-à-dire qu'on soit capable, et de la comprendre aussi dans un 21e siècle qui est très différent. Parce que nous sommes dans un monde d'interdépendance où la vulnérabilité et la sensibilité n'ont jamais été si grandes. On le voit d'ailleurs sur la crise de la Covid. Et donc, la question est de savoir, qu'est-ce que c'est l'indépendance moderne ? Qu'est-ce que c'est l'indépendance énergétique ? Est-ce que c'est posséder du pétrole ? J'en suis pas sûr. Ou est-ce que c'est être en mesure de s'adapter au choc de la mondialisation et de faire que quand les prix du baril augmentent en Arabie Saoudite, on est capable, parce qu'on a su justement prévoir un système énergétique suffisamment flexible, encaisser ce choc et continuer à permettre aux Français de se chauffer ou de s'éclairer. Et donc c'est ces questions-là qu'avec Oser la France, j'essaie de creuser pour comprendre finalement, si j'en reste à l'essence, ce qu'est un gaullisme du 21e siècle. Très clairement, il y a la souveraineté. Très clairement, il y a la souveraineté. Mais est-ce qu'il n'y a pas ensuite, dans la manière de la mettre en musique, comment est-ce qu'on l'a fait vivre au 21e siècle? C'est quoi? Vous avez raison, bien sûr. C'est quand le général de Gaulle veut l'Europe, il veut une Europe française. Oui. Il pense qu'effectivement, quand Macron... Bon, il fait une Europe allemande, mais bon. Eh bien, absolument. C'est là que vous avez tellement raison que la question de la souveraineté se pose. Si l'Europe est allemande, elle n'est pas française. Si elle est française, la France n'est plus la France. Et donc, vouloir restaurer une Europe dans laquelle la France serait la France, mais en même temps l'Allemagne aussi, hein, il ne s'agit pas non plus d'être dans une espèce de concurrence de nationalisme en disant il faut absolument que... Non, on défend la nation, on défend la France, et vous avez raison sur l'idée qu'il faut adapter cette idée de la souveraineté. La souveraineté, c'est par exemple de dire mais le nucléaire civil nous permet d'être indépendants d'un point de vue de l'énergie. Voilà. Le nucléaire militaire nous permet d'être indépendants d'un point de vue de la défense nationale. Bon, voilà. La monnaie nous permettait d'être indépendants d'un point de vue de l'économie. Nous avons perdu, d'une certaine manière, tout ça. Alors, nous avons gardé le nucléaire un peu civil et un peu militaire, mais on est en train de dire, mais et si nous faisions une bombe atomique à deux, c'est-à-dire on l'a déjà faite en entier, mais on va la partager avec l'Allemagne, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de procéder? C'est intéressant que vous citiez la monnaie unique, parce que c'est un bon exemple de ce que je voulais montrer. Si l'euro aujourd'hui était adapté à l'économie française, qu'on en soit les grands gagnants, je vous dirais, tant mieux, parce que cette monnaie unique, finalement, garantit l'indépendance de la France. Le problème de l'euro... Mais De Gaulle aurait dit oui. Oui, le problème de l'euro, c'est pas tant que, je dirais, il nous enlève la politique monétaire, même si ça pose un problème politique. C'est surtout qu'il nous enlève la politique monétaire et qu'il ne la met pas au service des intérêts de la France. Et qu'on se retrouve avec une monnaie qui est contre-productive pour notre propre industrie et notre propre économie. C'est ça le fond du problème. Voilà. Pardon ? Qui est allemande d'une certaine manière. Oui, parce qu'en fait, elle a été calée, elle a été construite pour des raisons politiques sur un équilibre franc-marque qui n'était pas bon. Deuxièmement, parce que notre structure industrielle n'était pas la même d'un côté et de l'autre du Rhin. Et que troisièmement, l'élargissement s'étant fait à l'Est, sont les Allemands qui en ont profité. Et nous avons été incapables de faire le même Interland sans rentrer dans une extension de l'Union européenne, mais avec les pays du Maghreb ou avec les pays d'Afrique. Et que lorsque Nicolas Sarkozy, à travers le projet de l'Union pour la Méditerranée, s'en est rendu compte et a voulu rattraper le retard, il y a une petite main allemande qui s'est posée sur son épaule et qui lui dit « mais c'est nous qui payons, donc l'UPM, ça va se faire avec les Allemands ». Et du coup, ça a débouché en autre boudin, parce qu'on a tout rebruxellisé. Voilà. Et donc vous êtes tous les deux d'accord pour dire que l'Europe actuelle ne fonctionne pas, que l'euro est dysfonctionnel également. Oui. Je vais même dire qu'à mon avis, l'euro, c'est une cocotte minute. C'est-à-dire que tout économiste un peu sérieux devrait se poser la question de savoir si l'euro est viable aujourd'hui.
Mais tous les économistes disent à peu près que l'euro est dysfonctionnel aujourd'hui. Oui, mais on en discute. C'est pas pour autant qu'on en tire les conclusions politiques. On persiste à... Il n'y a aucun débat. Je veux dire, C'est-à-dire que les gens attendent que ça se pète de tout seul. il y a plutôt ceux que de qui, prendre il y a ceux qui l'initiative. voudraient percer le ballon. Ce qui, à mon avis, d'un point de vue économique, est toujours stupide. Parce que moi, j'ai Ça pourrait voté être concerté. Moi, j'ai voté contre l'euro. Donc, je ne suis pas responsable si la monnaie unique existe. En revanche, si c'est moi qui pique le ballon et que ça explose et que demain j'ai 1 million de gens qui perdent leur job, on dirait, Monsieur Aubert, c'est votre faute si l'euro a explosé. Donc, je ne vais pas prendre la responsabilité pour les gens qui l'ont fait. Puis après, vous avez ceux qui refusent de voir le monde tel qu'il est. En fait, on a un débat entre réalistes et idéalistes dans le champ politique. Il y a des gens qui ne veulent pas voir le monde. Ils continuent à vous dire l'important c'est le couple franco-allemand sans comprendre qu'il n'y a plus de couple franco-allemand. Ça fait longtemps que la matrone domine monsieur. Il persiste à dire mais ça va passer l'euro sans comprendre que les dettes s'accumulant à un moment donné, le maillon faible, le jour où il cède, ben, il va y avoir une spéculation contre l'euro. Enfin, ils refusent de voir le monde tel qu'il est en disant mais non, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Et ça fait 30 ans qu'on fait ça. Et ça fait 30 ans que ça marche de plus en plus mal. Et moralité, l'euro qui avait été créé pour faire converger les pays a abouti à un système où on n'a jamais été aussi divergent. On n'a jamais vu autant de guerres économiques et politiques entre l'Italie et l'Allemagne. Regardez, Les l'État... seuls target 2. Oui, sans compter la montée, je dirais, d'un certain nombre de partis qui, du coup, disent ben voilà, il faut tout faire exploser, on sera mieux. Donc une autre Europe ou sortie de l'Europe? Sortir de l'Europe pour une autre Europe, bien sûr. Nous allons faire un numéro sur l'Europe. C'est le prochain numéro, je crois. Non, Un des prochains numéros. Un des prochains numéros, mais justement parce qu'il y a des associations d'idées qui disent un souverainiste est un nationaliste veut la guerre, un nationaliste ne veut pas l'Europe. Tout ça est de la propagande totale. Non, on peut défendre le souverainisme sans être un nationaliste au sens de Barrès, par exemple, et on peut vouloir une Europe sans que ce soit une Europe libérale. Donc c'est pour ça que moi je ne veux pas laisser le point à des gens qui laissent croire qu'effectivement un populiste c'est un méchant personnage, un souverainiste c'est un méchant personnage, etc. Je leur dis non, mais pas du tout. Vous ne gagnerez pas la victoire sémantique, la bataille sémantique. Nous sommes en train de la mener également. Et si on met Europe au pluriel, par exemple, on montre qu'il n'y a pas que l'Europe libérale. Je ne vais pas utiliser l'argument de la réduction à Hitler comme on le fait si souvent, mais après tout, Hitler voulait une Europe aussi. Donc je ne vais pas dire « Ah, Hitler voulait l'Europe, donc vous voulez l'Europe, donc vous êtes hitlérien ». Ça, c'est des raisonnements à la BHL, c'est pas moi. Mais on peut très bien dire « Mais il y a eu Charlemagne, et puis il y a eu déjà des considérations sur l'Europe chez Hésiode, déjà. Et puis il y a eu des considérations sur l'Europe chez Schelling, chez Fichte, chez Kant. Et puis il y en a eu chez l'abbé de Saint-Pierre, qui a un projet de paix perpétuelle. Et puis il y a une Europe de Jean Monnet, et puis il y a l'Europe du général de Gaulle, puis il y a l'Europe de Maastricht. Donc juste laisser croire que il y a une Europe, c'est la bonne, c'est celle qui existe, le marché qui fait la loi, c'est de la propagande. Mais dire l'Europe, c'est ouvert, il y a des possibilités diverses et multiples, eh bien à ce moment-là, c'est contribuer à un débat qui permet de dire si je suis contre l'Europe libérale parce qu'elle est libérale, ça ne veut pas dire que je suis contre l'Europe. Si nous réussissons avec cette revue à faire de telle sorte que, et nous y parvenons déjà, de faire de telle sorte que les gens osent utiliser des mots qu'ils n'utilisaient plus. Parce que là, on travaille avec des fiscalistes, avec des économistes, des banquiers, des financiers, avec des traders, avec des responsables de la sécurité dans le nucléaire, avec des commissaires, avec des policiers, avec plein de gens qui ont des talents extraordinaires. Ils disent merci, grâce à vous, les souverainistes que nous étions et qui n'osaient pas dire qu'ils l'étaient se mettent à le dire à nouveau et n'ont pas peur de se faire insulter en disant mais arrêtez, il y a un courant majoritaire derrière cette idée-là, avec ce que vous dites fort justement. Il faut effectivement expliquer, raconter, commenter, contextualiser, expliquer ce que ça signifie, d'où ça vient, le Québec, etc. Comment ça a été utilisé, comment c'est devenu une insulte, pourquoi c'est devenu une insulte, qui a laissé faire cette insulte, pourquoi on doit faire de telle sorte qu'on découple ce mot et l'insulte qui l'accompagnait. Et ça, c'est le but de notre revue. Notre revue consiste à dire, faisons de l'histoire, débattons, voilà pourquoi nous sommes tous les deux ensemble à débattre, à se dire, si on n'est pas d'accord, on ne va pas s'insulter, on ne va pas se mépriser, on va juste donner des arguments. Et les Français sont assez intelligents pour comprendre que dans un débat d'arguments où les gens sont honnêtes, il y a matière à juger et à finir par se faire un avis. Je voudrais avancer un peu sur les clivages théoriques qui pourraient exister entre vous, notamment la question du clivage gauche-droite. Parce que j'ai l'impression que vous, Julien Aubert, vous êtes encore, entre guillemets, défenseur d'un clivage gauche-droite. Vous appartenez aux Républicains. Et Michel Onfray, quand on vous écoute, vous parlez souvent en termes de maastrichtien, anti-maastrichtien, c'est-à-dire Europe libérale. Est-ce que le clivage gauche-droite fonctionne encore à l'heure actuelle? Est-ce qu'il faut préférer un clivage qui serait plus vertical, c'est-à-dire national, supranational, ou maastrichtien, anti-maastrichtien? Les deux oppositions fonctionnent. Vous savez, j'ai découvert il y a peu de temps Les Misérables, que j'avais jamais lu. Tout le monde parle de ce livre et peu l'ont vraiment lu. Mais je veux dire que ça fait 1000 pages en Pléiade, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et je me suis dit, mais voilà, il y a une vraie gauche viscérale. Vous savez,
À l'époque, Victor Hugo dit il y a des enfants qui travaillent dans les mines, et il est bon que les enfants ne soient pas dans les mines, mais soient à l'école. Et vous avez les patrons des mines qui disent, mais attendez, les enfants, ils sont petits, ils peuvent aller vraiment dans les endroits où c'est petit, ils peuvent aller chercher le charbon, et si nous mettons les enfants dans les écoles, eh bien, on va cesser d'être productif sur le terrain européen. Alors on dit, Victor Hugo, 19e siècle, on a changé le siècle. Sauf que récemment, La République En Marche, souvenez-vous, avait décidé que des parents qui avaient perdu leur enfant ne devaient pas avoir droit à une augmentation de leur congé. On a exactement la même chose. C'est-à-dire que la droite, elle est là en train de dire, mais pour la productivité, nous ne pouvons pas nous permettre de faire de telle sorte que des parents qui viennent d'enterrer leur enfant puissent avoir 2, 3, 4, 5, 10 jours de congé en plus. Il a fallu une espèce de bronca médiatique pour qu'on finisse par dire on ne s'est pas compris, c'est pas ce qu'on a voulu dire, etc. Sauf que, donc effectivement, la droite persiste à penser que d'abord l'économie et ensuite les hommes, et si on doit faire travailler des enfants, c'est pas un problème. Et la gauche pense que non, l'économie après, et les hommes d'abord. Et ça, je pense que c'est un schéma qui existe encore aujourd'hui. Tous ceux qui nous disent les profits d'abord, les hommes après, la question de la caisse de la sécurité sociale d'abord et puis après le deuil des parents, on n'en a rien à faire. Je pense qu'il y a vraiment une ligne de partage entre droite et gauche. Les enfants, c'est fait pour aller à l'école, c'est pas fait pour travailler. Les femmes, c'est fait pour faire des enfants, des hommes qu'elles aiment, des chéris qui sont les leurs, même si ce sont des garçons, c'est pas mon problème. Mais c'est pas pour louer un utérus, par exemple. Je pense qu'il y a des vraies lignes de partage qui font que la marchandisation, l'argent d'abord, les profits d'abord, c'est plutôt la droite, mais que en même temps, il y a une droite sociale. Et puis il y a une gauche libérale. Et donc, effectivement, je préfère la droite sociale, moi qui suis de gauche, à une gauche libérale. Un homme de gauche qui me dit on doit pouvoir faire de telle sorte que des femmes puissent porter des enfants alors qu'on aura payé cette opération terrible, pour moi, c'est pas la gauche. Et puis, la droite sociale, ça peut être Séguin, ça peut être le général de Gaulle, ça peut être quelques autres, et qui estiment qu'effectivement, à droite, on a le souci des hommes. Ben, cette droite-là est la mienne, ça ne pose aucun problème. C'est un clivage qui, pour moi, existe, mais qui est secondaire. Julien Aubert, droite sociale, c'est où ça? Oui, je pense. En tout cas, moi, j'étais contre la gestation pour autrui. Bon, je ne me retrouve pas forcément dans la manière dont vous voyez la droite. Je pense que la droite est multiple, un peu comme la gauche. En réalité, vous avez deux clivages qui se superposent. Vous avez le clivage droite-gauche, qui se fait, de mon point de vue, j'ai toujours pensé que c'était une forme de tempérament, en réalité. Je crois qu'il y a chez l'homme de droite une forme de mélancolie et de pessimisme sur l'homme. Donc quand vous avez une avancée, on dit, oulala, qu'est-ce que ça va produire comme problème? Je trouve qu'il y a souvent à gauche peut-être plus d'optimisme. C'est fabuleux, regardez, on va faire ça et vous allez voir, 35 heures, tout ira mieux demain. L'homme de droite dit 35 ans, vous vous rendez compte, l'entreprise, qu'est-ce qui va arriver? Et par rapport à ceci, vous avez le clivage, effectivement, entre les gagnants et les perdants, ou en tout cas ceux qui ont, je dirais, une conception de la nation et ceux qui n'en ont plus. Voilà. Et donc, du coup, ça vous fait quatre groupes. Et en fonction des sujets, eh bien, tel clivage va prendre le dessus sur un autre. C'est-à-dire qu'évidemment, pendant une campagne européenne, le clivage européen va être beaucoup plus prééminent. Et le match va se faire entre, finalement... Bon, et d'ailleurs, les problèmes des Républicains, c'est qu'ils ne savent pas de quel côté du clivage ils veulent être. En revanche, quand on va avoir effectivement des sujets économiques, ça peut subvenir. Mais moi, je guerroie en interne aux Républicains, je suis contre le travail le dimanche. J'ai été horrifié quand j'ai vu certains de mes collègues dire ben voilà, vous comprenez, comme il y a eu la crise de la Covid, on va supprimer les congés payés. Je dis c'est fabuleux. Pour les caissiers et ceux qui ont passé cette crise en boulonnant pour le reste du pays vont être contents. On va leur dire la manière de vous récompenser, ça va être de vous supprimer vos congés. Puis en plus, pour ceux qui sont dans le tourisme, belle vision de l'économie, ils vont être très contents que vous leur supprimiez les vacanciers. Bon, donc il y a géré une sensibilité populaire. Et effectivement, il y a un mot qui a été prononcé qui est important. Ce qui fait la différence finalement, c'est de savoir pourquoi on fait de la politique. Moi, je fais de la politique pour l'homme. Il y a une belle phrase du général de Gaulle, la seule querelle qui vaille, c'est la querelle de l'homme. En réalité, le sujet qui est posé aujourd'hui, c'est pas tant le sujet de la souveraineté, c'est le sujet de l'homme. Quand vous avez chez Lidl des gens qui sont finalement maltraités pour des salaires de misère, c'est le sujet de l'homme. Quand vous avez des migrants qui traversent la Méditerranée et qui meurent pour rejoindre un monde meilleur, c'est le sujet de l'homme. Quand vous avez des manifestations policières, les violences, l'instrumentalisation de tel ou tel drame, c'est encore le sujet de l'homme. Et la gestation pour autrui, c'est encore le sujet de l'homme. C'est de savoir quelle relation nous avons et pourquoi nous nous battons. Sur le sujet de l'écologie, par exemple, qui est un sujet qui m'anime, ce qui me sépare des écologistes de gauche, c'est qu'ils pensent la nature sans l'homme. C'est que fondamentalement, il faut protéger la nature à tout prix. Et puis si l'homme doit disparaître pour permettre ceci,
eh bien on ira mieux. D'ailleurs, c'est ceux qui vous expliquent qu'on ira mieux en faisant moins d'enfants ou on ira mieux en supprimant toute activité humaine. Moi, je ne me bats pas pour protéger la nature en elle-même. Je vous rassure, les dinosaures ont disparu, la nature est toujours là. Si nous faisons les imbéciles, nous disparaîtrons, la nature retrouvera ses droits dans un million d'années. Donc moi, je me bats pour la nature, l'homme faisant partie de la nature. Et c'est cette boussole humaine qui fait que lorsque même mes adversaires politiques semblent défendre des positions qui me semblent aller dans le sens de mes valeurs, c'est-à-dire protéger l'homme dans toutes ses dimensions, que je les rejoins. C'est ça qui en réalité est le pont. Par opposition à certains qui en réalité, sortant l'homme de leur schéma politique, font primer l'économie, c'est-à-dire, alors on le traduit par les profits, mais c'est en réalité l'idée que le bonheur de l'homme est un bonheur matériel, le bonheur de quelques-uns, de ceux qui ont su saisir la chance, c'est tout le macronisme. Hein. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Soyez agiles, soyez mobiles, et le paradis sur Terre sera vôtre si vous savez déménager à Hong Kong ou à l'autre bout du pays. Et ça, c'est une vision de l'homme qui n'est pas la mienne. Parce qu'en réalité, le fait de l'humain, la variable d'ajustement. Et c'est ça qui, à mon avis, fait qu'entre une droite sociale et une gauche véritablement républicaine, on peut construire non pas un pont, mais même un aqueduc. Non, je suis d'accord. Pendant la crise de la Covid, on a beaucoup on a beaucoup montré du doigt l'État impotent. Vous parlez d'État jacobin, Michel Onfray. On a beaucoup parlé de décentralisation. Est-ce qu'il faut accroître la décentralisation? Je voudrais vos points de vue respectifs sur la conception de l'État. Vous dites oui à un État-nation s'il est girondin. Monsieur Aubert, est-ce que vous êtes plutôt jacobin, plutôt girondin? J'aimerais vos impressions là-dessus. Non, Michel Onfray, commencez par exposer votre... Oui, alors ça c'est pareil, ça fait partie des associations d'idées. L'État est jacobin. Et si l'État n'est pas jacobin, c'est pas l'État. Mais ça, c'est un grand argument de Robespierre. C'est un argument des jacobins. Et c'est l'écriture de la Révolution française par les gagnants, par les vainqueurs. Et donc si vous cherchez aujourd'hui des histoires des Girondins, ça n'existe pas. Vous avez une histoire de Lamartine. Lamartine. Oui, mais... C'est la seule. Oui, mais ce n'est pas une histoire en faveur des Girondins. Donc, c'est assez sidérant que la seule histoire des Girondins soit écrite par quelqu'un qui est contre les Girondins. Donc, évidemment, il y a une espèce de critique des Girondins. Alors, après ça, quand je dis que je suis Girondin, on me dit « Ah, mais alors vous défendez le fait que les Girondins aient défendu, par exemple, à un moment donné la terreur, ou que les Girondins ont voulu la guerre, etc. » C'est ce que veut dire Éric Zemmour. Ouais. Oui, c'est ça, mais il y a une diversité, oui. Et évidemment, lui est totalement jacobin, bonapartiste, etc. Et tout ça se justifie. Mais je veux dire qu'il y a dans la Gironde une conception politique qui me paraît extrêmement intéressante. Il y avait à l'époque 83 départements en France. Les Girondins disaient Paris doit peser 1/83e de la représentation nationale. C'est ça un Girondin. C'est quelqu'un qui dit que quand on est à Brest, à Strasbourg, à Lille ou à Toulon, par exemple, eh bien, on doit pouvoir décider, pas forcément de tout, mais décider d'un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a des communes, je suis un communaliste libertaire, qu'il y a des départements, je suis même pour les cantons, je suis évidemment pour les régions, et je pense qu'on devrait pouvoir desserrer l'étau en disant, mais vous devriez pouvoir, vous les présidents de région, avoir des autonomies plus grandes. Attention, et il faut faire de telle sorte que la pensée jacobine n'ait pas transformé le communalisme ou le régionalisme en pensée jacobine. Parce que vous avez des gens qui disent « Ah, mais moi, je suis pour la région, je suis donc un Girondin, à la Raffarin, à la Juppé. » Mais qui sont juste des gens qui disent « Je voudrais pouvoir être le chef de mon État. » Et qui sont d'accord pour être des Girondins à Bordeaux, mais en disant « À Bordeaux, c'est moi le chef. Et c'est moi le patron. » Alors ça, ce ne sont pas des Girondins, ce sont des gens qui se servent de la province pour pouvoir dire « Mais j'ai pas pu être président de la République, si je l'étais, ce serait formidable et je vais l'être de ma région. » Donc il faut juste repenser ces choses-là en disant le Jacobin pense le pouvoir pyramidal, en disant vous avez un homme au sommet. Alors soit le général de Gaulle dit moi je suis infusé par le pouvoir du peuple et à ce moment-là je fais ruisseler. Moi c'est une conception à laquelle j'agrée. Soit vous avez effectivement ces gens qui disent les bonapartistes, hein, je suis là, coup d'État, 18 Brumaire, etc. Et d'une certaine manière c'est moi le chef, je décide et vous allez obéir. Ça c'est Zemmour. Moi, je pense que nous devons pouvoir repartir de la base en disant nous faisons remonter et nous faisons de telle sorte que, bien sûr, il faut un État. Le proudhonien que je suis renvoie à la théorie de la propriété de Proudhon qui défend l'État. Au départ, Proudhon est contre, mais à la fin, il dit mais si l'État garantit l'organisation girondine de la société, évidemment qu'il faut défendre l'État. Et bien sûr que sur le régalien, il n'est pas question de dire il y a une bombe atomique qui est en route là vers nous. Rendez-vous dans les communes, et puis vous faites des assemblées, et puis vous votez, et puis tout ça remonte, et puis on verra après-demain ce qu'on fait quand la bombe arrivera et comment on répondra, etc. Il n'y a plus de France, l'affaire est réglée. Donc bien sûr qu'il faut repenser l'État,
Il faut repenser la circulation d'énergie politique, non pas du sommet vers la base, mais de la base vers le sommet. Ce qui veut dire que les Girondins ne sont pas des gens qui sont contre l'État. Ça, c'est la théorie de Robespierre qui nous dit ils sont fédéralistes, ils sont contre la nation, ils sont donc contre-révolutionnaires, ils sont donc monarchistes, décapitons-les. Alors, ça a été la théorie de Robespierre. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a un génie du peuple, un génie des gens qui, sur place, sont capables de vous dire si on doit faire ceci ou cela, dans un village, par exemple, dans une région, prendre des décisions politiques, en faisant de telle sorte que quand vous avez été élu, vous n'êtes pas forcément élu jusqu'à la fin du mandat en disant vous m'avez donné le pouvoir, maintenant je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Non, non. C'est juste que le maire est là pour garantir des assemblées perpétuelles où les décisions sont faites en permanence. Je suis élu maire, j'ai décidé que, je sais pas quoi, je ferai raser une usine et j'installerai des bâtiments pour faire un EHPAD ou je ne sais quoi. Des fois, les gens disent, mais on a peut-être voté pour vous, mais on pourrait peut-être revoter pour ça, et peut-être que même nous qui avons voté pour vous, nous pourrions ne pas être pour ce projet. Donc quand la démocratie devient dynamique et pas statique, donc girondine et pas jacobine, eh bien, il y a une espèce de dynamique qui fait que les gens sont prêts à accepter que l'État ne soit plus le même que précédemment. Depuis Philippe le Bel, l'État, c'est la capitale, au sens étymologique, c'est la tête. Donc, vous apercevez que c'est la tête qui décide pour le reste du corps. Moi, je ne crois pas que la métaphore du corps politique, on la trouve chez Hobbes, soit une métaphore efficiente et efficace. Je pense qu'on doit pouvoir demander aux gens de décider pour eux-mêmes et de faire de telle sorte que les institutions soient au service des gens, que les gens ne soient pas au service des institutions. La bureaucratie, c'est ça. Vous avez des institutions et on dit aux gens, vous allez être au service de l'institution. Non, je pense que c'est exactement l'inverse. Les institutions doivent servir les électeurs. Julien Aubert, un État-nation girondin? Je crois, si vous voulez, qu'on est un pays très particulier, à la fois anarchiste, parce qu'on a coupé la tête du roi, et en même temps avec le mythe perdu de l'unité, et coupable aussi d'un régicide qui nous a laissé un trou politique au milieu que la présidence de la République essaie d'occuper. Mais il y a cette espèce de mythe de l'union. Et puis aussi parce que la France, en réalité, c'est un État. L'État a existé quasiment avant le pays. C'est l'histoire d'un État qui a grandi. Donc, vouloir penser notamment à un État fédéral, à mon avis, c'est antinomique de la manière dont ce pays s'est construit. Donc, je ne suis pas fédéraliste au sens... je suis contre l'idée qu'on fasse comme en Espagne ou en Allemagne avec des Länder, des présidents de région, parce que pour moi, c'est le retour de la féodalité, et ça, je suis contre. On me classerait donc dans la catégorie des Jacobins, mais je me méfie des mots. Parce que je suis conscient, si vous voulez, que cette thrombose de l'État, en réalité, avec la démission du politique, a donné le pouvoir aux fonctionnaires, qu'on essaie de normer tout depuis Paris, et que ça produit un étouffement généralisé, et qu'en plus, on a fait une fausse décentralisation, qui a été masqué longtemps par le cumul des mandats, parce que c'était les mêmes à Paris et en province. Mais maintenant qu'on a bien segmenté les deux classes politiques, ils se rendent compte, puisqu'ils ont choisi un camp ou l'autre, du problème. C'est-à-dire qu'en réalité, on a donné les compétences, mais pas les moyens, et pas la responsabilité politique. Donc ce qu'il faut réintroduire, c'est la démocratie et la responsabilité. Je suis contre l'idée de, si vous voulez, d'émettre les élus en cours de mandat, ce genre de choses. Ça me rappelle des idées qui avaient été développées pendant la Révolution française. C'est pas moi, je crois, si vous voulez, au mandat représentatif, et puis on vous juge sur votre responsabilité en fin de mandat. Néanmoins, ça doit ensuite s'accompagner d'une redéfinition des niveaux. Je suis pour la commune et le département. Moins les intercommunalités, non, parce que les intercommunalités, personne ne les connaît, parce que c'est un peu comme la boîte noire, c'est un peu comme l'Union européenne. Pareil sur les régions, on a voulu en fait centraliser, c'est ce que vous disiez bien, on a fait des petits préfets voilà, avec finalement le même marteau, mais dont on a raccourci le manche, pour paraphraser une citation napoléonienne. Donc, à ces conditions-là, c'est-à-dire pas d'État fédéral, un État qui est garant de l'unité, du politique d'aménagement du territoire, d'un colbertisme industriel, du régalien évidemment, mais après peut-être beaucoup plus de responsabilisation, c'est-à-dire des compétences certes, mais une clarification des compétences, des moyens, et c'est vous qui allez augmenter les impôts, c'est vous qui allez être responsable et qui expliquerez ensuite aux gens, et vous serez élu sur votre nom, c'est-à-dire la suppression des régimes à la proportionnelle qui en fait sont démobilisateurs. Je me mets sur une liste alimentaire, personne ne me connaît de toute façon, si je prends le thé avec mon responsable de parti, je serai réélu. Ça, c'est très mauvais. Moi, je suis pour des mandats où c'est votre tête sur la fiche et c'est vous qu'on va chercher s'il y a un problème. À ces conditions-là, oui, je suis favorable, effectivement, à une décentralisation revisitée et réinventée. Vous avez parlé dans votre démonstration de mandat représentatif auquel vous êtes favorable. Je vous ai entendu, Michel Onfray, vous défendre le mandat impératif. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus ?
Je suis d'accord avec vous sur cette idée qu'on vous jugera au bout d'un certain temps. D'une certaine manière, ça permet une stabilité qu'il n'y a pas avec le mandat impératif. Mais en même temps, avec toutes les possibilités de contourner la démocratie, qui permettent finalement d'être réélu pour les baronnies, pour le clientélisme, pour toutes ces choses-là, on se dit finalement il faut choisir entre deux inconvénients. Mais je préfère choisir l'inconvénient de celui à qui on dira mais on t'a pas élu pour ça. Et donc en cours de route, tu ne fais pas ce pourquoi on t'a élu, éventuellement tu fais le contraire de ce pourquoi on t'a élu, nous te démissionnons. Moi j'habite Caen par exemple, et à une époque, la municipalité a fait un référendum pour savoir s'il fallait ou non un tramway à Caen. La question est extrêmement simple. Voulez-vous, oui ou non, un tramway? Les Canets ont dit « nous ne voulons pas d'un tramway ». Je ne juge pas du fait qu'ils ont eu raison ou qu'ils ont eu tort. Qu'a fait le maire? Les Canets ont dit « on n'en veut pas », il a dit « vous l'aurez ». Et il est resté maire. Donc il y a un moment donné où on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce sens de l'intérêt général et du bien public ?» C'est-à-dire vous dites « votez pour moi, il y aura ceci, il y aura cela, ceci, cela ». Et puis vous avez les fameux... Est-ce qu'il a été réélu? Et là, je pense que oui. Bah donc du coup, ça montre bien. Non, ça montre qu'on n'a pas le choix. Je ne sais plus. Après tout, non, mais c'est peut-être une consultation, mais c'est vrai qu'on doit réintroduire. Enfin, ça n'est valable que si on reprend la Ve République et des référendums qui permettent effectivement de mettre en cause la responsabilité. Ça, j'y suis favorable, même les référendums d'initiative populaire, à condition que ça ne tourne pas à la... Ce qui s'est passé avec la ZAD. Oui, mais la ZAD, c'était une consultation. Mais et après, les gens ont dit oui, mais enfin, la consultation n'était pas la bonne zone, etc. Non, mais il y a juste un moment donné, parce que je pense qu'il n'a pas été réélu, mais que quelqu'un de sa bande a été réélu. Enfin, j'ai perdu le détail de ces choses-là. Mais simplement, je veux dire, on est obligé par le vote de ces électeurs. Il y a un moment donné où, voilà, toutes les professions de foi, c'est formidable, les professions de foi, quand on les lit. Et à un moment donné, on devrait dire, eh bien, je m'engage sur ceci, sur cela, et puis au fur et à mesure, de dire, mais là, vous ne le faites pas, et puis de dire, mais vous avez des échéances. Enfin, il y a des échéances pour faire ce genre de choses. Vous ne faites rien, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, vous avez raison. Il y a un moment donné, on peut dire, mais si vous ne voulez pas de ces gens-là, n'avez qu'à en changer. Mais comme le vote est souvent politique, les gens acceptent de se faire trahir en disant, mais moi, je vote à gauche, donc ou je vote à droite. C'est la nature humaine. Oui, mais c'est cette idée de dire, après tout, je peux me faire avoir. Si je me fais avoir par quelqu'un qui est de ma couleur, je vais voter pour lui de toute façon quand même, quoi. Oui. Et c'est le contraire de la démocratie. Donc, je ne suis pas non plus... Alors, vous avez raison sur cette idée que ça donne une stabilité, l'idée qu'on dise, bon, vous avez tout le mandat, puis voilà. Mais en même temps, l'inconvénient, c'est que quand vous êtes dans le mandat impératif, on peut dire à un moment donné, je vous le retire, et ça peut devenir excessif aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des coalitions disant, celui-là, on en a marre, on va prendre prétexte de ceci. Vous avez raison d'invoquer la nature humaine. Il faut choisir entre deux mots. On arrive au terme de ce débat. Simplement, peut-être une dernière question. On a eu un sondage IFOP qui est paru récemment, dont vous avez dû prendre conscience respectivement, pour la présidentielle de 2022. Alors, on est encore à 2 ans de l'élection, mais on voit que Macron et Marine Le Pen satellisent la vie politique. Je pense que ni l'un ni l'autre, vous n'avez envie d'un match retour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire sur les 2 ans à venir ? Reste au programme, certes. Vous savez, les sondages 2 ans avant, Juppé, Strauss-Kahn, Balladur auraient sans doute été élus président de la République. Donc, ce n'est pas forcément gage de prophétie. Ce qui reste à faire, c'est transférer cette démarche académique, intellectuelle en démarche politique. C'est tout la difficulté. C'est-à-dire, à un moment donné, trouver un candidat qui, à la fois, croit en ses idées, représente ses idées, il a le courage et les moyens financiers, parce qu'il ne faut pas être naïf, d'aller sur une élection. La croyance que j'ai, c'est que j'aimerais un jour que les Républicains soient ce parti qui renoue avec son histoire, en s'ouvrant d'ailleurs. Bon, j'essaie de faire ce que je peux en son sein. Maintenant, vous savez très bien qu'on fait aussi en démocratie avec les gens qu'on a. Michel Onfray. Je souscris à cette analyse. De fait, au départ, avec Stéphane, quand on a démarré cette revue, on avait surtout envie de travailler à ce que Gourmand appelle la dissociation d'idées. Souverainiste des méchants, populiste des méchants, Europe c'est des bons, etc. Juste de dire, si on peut penser, ce sera bien sur ces questions-là, et puis après on débattra. Les Français n'ont pas besoin d'être pris pour des crétins. Et si on s'adresse à leur intelligence, ils verront que les termes du débat ne sont pas vraiment là. Qu'il y a une espèce de propagande idéologique des Maastrichtiens depuis 30 ans qu'ils sont au pouvoir et qu'ils ont les pleins pouvoirs. Et puis finalement, on est devenu un peu victime de notre succès et on voit une espèce d'arrivée de gens de talent, de compétences, de gens formidables qui disent on va vous aider, on va faire des choses. Donc ça crée des devoirs. Et ça ne devrait pas des droits, ça crée des devoirs et on se dit, eh bien, contribuons au débat pour faire de telle sorte que peut-être un jour quelqu'un se dise cette boîte à outils nous intéresse, on s'en empare. Et que quelqu'un un jour qui surgisse de la société civile, mais
pourquoi pas d'un autre endroit, et puissent dire moi je vais porter ça, et qu'on puisse faire de telle sorte que les gens retrouvent le goût de la politique. Ils aiment la politique. Ils ont juste compris que finalement les dés étaient pipés et qu'on leur demande de voter, mais que finalement on sait bien comment les choses vont se passer. Moi j'ai parié plusieurs caisses de champagne à des gens en leur disant je peux vous dire qui sera élu aux prochaines présidentielles. On me dit ah bien t'es bien malin, etc. Je dis vous allez voir, je vais vous dire c'est un candidat maastrichtien. 100%, vous allez voir, c'est un candidat. Alors il sera de droite, il sera de gauche, peu importe, mais ce sera un candidat maastrichtien. Tout est fait pour ça. Donc les gens ont juste envie de dire, ça fait 30 ans qu'on a vu, vous nous avez vendu un produit qui est finalement un produit avarié, on n'en veut plus, on veut quelque chose d'autre. À charge pour nous, là où nous sommes avec Stéphane et les amis, de dire, mais on peut faire effectivement tout à fait autre chose. Puis à charge pour des gens qui veulent faire de la politique politicienne, de dire, ces idées nous intéressent, on les porte et on y va. Mais chaque chose en son temps, nous sommes pragmatiques, il peut se passer beaucoup de choses en 2 ans. Macron a déçu beaucoup en 2 ou 3 ans. Je pense qu'il peut décevoir encore plus dans les 2 années qui suivent. Il est haut quand même dans les sondages encore. Mais moi, je ne crois pas au sondage. Vous avez raison. Il y a quand même des sondages qui nous ont expliqué qui allait devenir président de la République avec des gens qui disparaissent en cours de route, quoi. Et il n'y a pas un seul sondage qui nous a dit qu'en 2002, Le Pen serait présent au second tour. Donc les sondages, bon, voilà. Je crois que l'un des fils de Brigitte Macron travaille dans un institut de sondage. Donc, je ne crois pas au sondage, puisque aucun ne nous a annoncé ce qui s'est passé depuis qu'il y a des sondages depuis 20 ans. C'est bon signe. Oui, c'est ça. Donc, laissons les sondages aux sondeurs et aux journalistes qui font évidemment leur chou gras de tout ça. Mais moi, je crois vraiment au génie du peuple qui est en train de dire, mais nous avons des idées, nous avons des propositions à faire, puis après, elles viennent que pourra, on est pragmatique et l'avenir, c'est demain. Écoutez, messieurs, ce sera le mot de la fin. Merci à vous de vous être prêtés au jeu du débat. Bonne continuation à tous les deux et puis bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup.